futur passer forcément par les gaz verts, ce qui fait qu'on a beaucoup d'entités du groupe qui sont impliquées sur la totalité de la chaîne d'un projet de méthanisation que vous pouvez avoir. Ça va aller de vraiment la R&D avec notre centre de recherche à tout ce qui est production, exploitation des sites, avec une filiale notamment qui s'appelle NGBios, avec des constructeurs chez nous. On a aussi l'entité dans laquelle je suis qui fait du négoce de gaz vert. Et puis on va avoir surtout deux mastodontes de la méthanisation qui sont GRDF et GRT Gaz. Donc GRDF, il y a des chances qu'il y en ait pas mal d'entre vous qui connaissent. C'est un distributeur de gaz, c'est eux qui viennent relever vos compteurs. Et qui a à peu près, je crois, 99% du marché des particuliers en distribution. Et GRT Gaz, c'est son équivalent, mais sur le transport du gaz. Si je devais faire un parallèle, GRT Gaz, c'est l'autoroute du gaz, alors que GRDF, c'est plutôt les départementales. Et voilà, en gros, donc vous pouvez voir qu'on techniquement, on est capable d'aller fouiner un peu partout sur le monde de la méthanisation. Et alors moi particulièrement, j'ai découvert le biogaz en 2010 lors d'un stage chez Cita. Alors j'ai eu la mauvaise idée ou la bonne idée, je ne sais pas, mais je n'ai pas fait les écoles centrales. J'ai fait une autre école d'ingénieur qui s'appelle l'UTC. Et on a deux stages de 6 mois dans cette formation-là. Et donc, mon premier stage de 6 mois, j'ai fait chez Cita, où je travaillais sur le biogaz des décharges. Ensuite, j'ai fait un stage de fin d'études chez NJSA, donc, qui est l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui, qui était sur dimensionner des unités de méthanisation. Ensuite, je suis parti 3 ans dans un petit bureau d'études qui faisait de la maîtrise d'œuvre sur le traitement de gaz et notamment le biogaz. Et en 2015, je suis revenu chez Engie pour faire chef de projet méthanisation. Donc là, j'ai participé au développement, à la construction et à l'exploitation de plusieurs sites de méthanisation. Et depuis le début de cette année, je suis revenu là où j'ai fait mon stage de fin d'études comme responsable de l'équipe de négoce de gaz vert où j'avais fait mon stage il y a 8 ans. Alors, sur la méthanisation. Très simplement, la méthanisation, c'est produire du gaz à partir de biomasse pour en faire ce qu'on appelle un biogaz, qui est très majoritairement un mélange de CO2 et de CH4. Et ensuite, ce biogaz, vous pouvez en faire plusieurs choses. Vous pouvez le brûler directement dans une chaudière si vous avez des besoins thermiques. Vous pouvez l'envoyer vers des moteurs en cogénération pour faire un mix chaleur-électricité. Et vous pouvez aussi, et moi je travaille quasiment exclusivement là-dessus, traiter le gaz, en faire un équivalent gaz naturel et l'injecter dans les réseaux. Et il viendra en substitut du gaz que la France importe du Qatar, de Norvège, de Russie, de où vous voulez. La beauté de la méthanisation, c'est la mise en place en fait d'une économie circulaire, parce que comme je vous disais, on traite de la biomasse et la biomasse est souvent compliquée à transporter ou à minima chère, ce qui fait que on va traiter toutes sortes de déchets des ménages, ça peut être aussi des résidus des bouts de station d'épuration. Après, la grande majorité, c'est du potentiel, c'est des sous-produits de l'agriculture, donc ça peut être des effluents d'élevage type fumier lisier, ça peut être des résidus de culture qui n'étaient pas valorisés par les agriculteurs. En général, ce qui veut pas dire que ça peut pas aller plus loin, on est dans des rayons de chalandise qui sont entre 20 et 30 km pour les unités de méthanisation. On va amener ça sur le site. Grossièrement, on va mettre ça dans des grosses cuves. On va laisser chauffer entre 35 et 55 degrés selon le process que vous allez choisir. Vous allez produire le gaz. Donc, je vous disais que vous pouvez en faire chaleur, électricité ou injection dans le réseau. Et on a également un résidu de cette méthanisation, à peu près entre 80 et 90% de ce que vous entrez en solide va ressortir dans un mélange solide-liquide. Et ça, c'est de la matière qui a un gros intérêt en tant que fertilisant ou engrais pour les sols. Et donc, ça repart la plupart du temps dans les champs des agriculteurs, où ça vient en substitut de fertilisants ou d'engrais organiques ou chimiques, selon ce qu'ils faisaient avant. Pour construire un projet de méthanisation, vous avez, on va dire, 4 grands piliers. Le premier pilier, évidemment, c'est d'avoir un potentiel de biomasse sur votre territoire que vous pouvez récupérer. Vous avez un autre qui est très important, c'est ce que vous allez faire des digestats, les résidus dont je vous parlais tout à l'heure, que vous allez répandre sur les champs, donc ils font de la surface disponible pour aller les traiter.
ces digestats, ils peuvent aussi être envoyés en centre d'enfouissement, si on veut, ou en incinérateur ou d'autres filières, mais ça coûte excessivement cher et c'est vraiment une perte assez dommageable d'engrais pour les sols. Il vous faut un débouché pour la valorisation. Et donc le débouché pour la valorisation, c'est une possibilité d'utiliser la chaleur produite ou alors pouvoir vous raccorder au réseau électrique. Donc ces deux-là sont pas trop compliqués. Et il y a l'injection surtout, donc il vous faut une canalisation de gaz qui est pas trop loin si vous êtes sur un projet en injection. Sur les grandes étapes d'un projet de méthanisation, donc souvent ça démarre assez très régulièrement par deux biais, enfin par deux entrées. C'est soit un potentiel de biomasse, par exemple quand on est une collectivité, chercher quelque chose à faire de ses ordures ménagères ou un industriel qui veut valoriser des effluents qui lui servent à rien. Soit les agriculteurs ont aussi souvent des besoins justement de résidus de culture dont ils ne faisaient rien, l'envie de refaire des digestats pour les ramener au sol et les rendre plus facilement assimilables par les sols. Souvent les deux points de départ. Une fois que vous avez ça, bah, vous dimensionnez l'unité en fonction de vos intrants, souvent, et derrière démarre un long process. Donc souvent, évidemment, il y a une phase de dimensionnement des installations, les tailles des cuves, les équipements à mettre pour préparer la matière, la convoyer, les équipements à mettre pour valoriser votre biogaz. Essayer de dimensionner tout ça au mieux et obtenir des autorisations de l'administration pour construire cette unité. Donc là, on est soumis, tous les sites de méthanisation sont soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement, les installations ICPE. Donc on doit déposer des dossiers en préfecture pour démontrer que le site ne créera pas de nuisance pour son environnement. Et une fois que vous avez réussi à avoir ces autorisations, on va dire que ça va prendre, pour les projets les plus simples, ça peut prendre 6 mois, 1 an, et les projets les plus compliqués, moi j'ai des projets, j'ai travaillé 6 ans dessus, et ils n'ont toujours pas fini d'être autorisés. Vous avez ensuite une phase de financement qui est quand même assez particulière en méthanisation, comme c'est des projets qui sont beaucoup portés par des agriculteurs. Le sujet d'être capable d'amener suffisamment de fonds propres n'est pas neutre, et donc il faut souvent de longues discussions avec les banques pour démontrer que son projet est sécurisé pour qu'ils veulent bien vous financer. Donc là aussi, on a des phases qui sont assez longues, financement qui peut prendre entre 1 et 2 ans. Ensuite, la construction, selon la complexité du site, c'est pareil, ça va être entre 1 an, 1 an et demi, 2 ans pour les vraiment plus compliqués. Ensuite, vous pouvez mettre en service. Et donc, quand vous mettez en service, la méthanisation a la particularité d'être un processus biologique. Et donc, les petites bactéries doivent se développer avant d'être capables de traiter le nominal de leur production. Donc là, vous avez souvent une pente de progression de production qui va aller de 6 mois à 1 an avant d'atteindre votre nominal. Donc, quand je vous mets tout ça bout à bout, vous voyez que quand quelqu'un veut s'embarquer dans un projet de méthanisation, il en a vite pour 3 à 6 ans avant de commencer à sortir du gaz pour la valorisation qui était attendue. Et je ne vous ai pas parlé du quatrième pilier qui joue énormément dans tous ces temps, qui est l'acceptabilité locale. Donc, avoir maîtrisé son site, c'est bien, mais maîtriser son site dans un environnement qui ne sera pas trop, comment dire ça, un obstacle à votre développement, ça fait partie des gros sujets, et notamment dans toutes les phases d'autorisation. Quand on développe des projets, ça fait vraiment partie des prérequis, c'est de tâter au début un peu le terrain et de s'assurer que localement, au niveau des élus et des riverains, vous risquez pas plus tard de vous faire bloquer pour sortir vos projets. Donc, sur l'économie d'un projet de méthanisation, moi je vais sur ce qui est des sites de méthanisation qui font de la production de chaleur, ils ne sont pas particulièrement aidés, donc ils sont très peu nombreux. C'est souvent des industriels qui avaient besoin de le faire pour réduire les volumes d'effluents qu'ils ont à traiter. Sur l'électricité, c'est envoyer, donc vous envoyez le gaz dans un moteur ou une turbine, et l'électricité que vous produisez est
est racheté par EDF OA à un tarif d'achat obligé. Donc, je maîtrise un peu moins puisque moi je travaille uniquement sur l'injection. Et sur l'injection du gaz, vous avez, sur le même principe que l'électricité, un tarif d'achat qui est déterminé par un décret. Donc, le tarif d'achat que vous allez avoir le droit de toucher, il va dépendre de plusieurs éléments. C'est le type d'intrant que vous mettez dans votre méthaniseur, la taille de votre méthaniseur et donc en fait la production horaire que vous avez de gaz. Il va également dépendre de, on va dire, de votre historique sur le site. Sur, par exemple, des sites qui avaient déjà une partie de leurs équipements construits vont avoir des coefficients d'abattement du prix d'achat. Et vous allez également avoir des coefficients d'actualisation puisque l'arrêté est sorti en 2011 et donc depuis 2011, il y a eu un effet d'inflation et il y a un coefficient qui est censé venir corriger ça, donc de la date à laquelle vous signez. Et votre gaz va être racheté par un fournisseur de gaz naturel qui doit avoir une licence française. Donc c'est là où ma structure va intervenir. Nous, on va acheter du gaz à des producteurs au tarif d'achat. Donc, pour vous faire une idée, le tarif d'achat, il va être entre, on va dire, 80 et 120, voilà, 130 euros du mégawattheure. Et ensuite, l'État va compenser les fournisseurs de gaz du surcoût entre le tarif d'achat et les prix de marché du gaz. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'on achète entre 80 et 130 euros du mégawattheure. Le prix de marché le prix du gaz sur les marchés aujourd'hui, il est plutôt entre 9 et 14 euros du mégawattheure. Donc ça fait une sacrée somme à compenser. Et pour nous dédommager de toute la complexité, on va dire, qui va avec, et nous inciter à être moteur dans la filière, l'État a décidé de mettre en place pour le gaz ce qu'on appelle le système de garantie d'origine. Donc à chaque mégawattheure qui est produit et que un fournisseur va acheter, il va avoir le droit de créer une garantie d'origine. Donc cette garantie d'origine, elle va attester au client qui la demande qu'il consomme du gaz vert, grossièrement. Et donc, on ne peut pas avoir la garantie d'origine, elle trace le moment où la molécule de gaz vert a été produite, le site sur lequel elle a été produite, et vous ne pouvez l'utiliser qu'une seule fois, évidemment. Et donc, il y a un gestionnaire de tout ce registre des garanties d'origine qui est GRDF pour l'instant. Et donc, vous imaginez bien que les fournisseurs, cette vente de gaz vert a une valeur quand même auprès des clients. Et donc, on rétrocède une partie de la valeur qu'on fait sur ces garanties d'origine aux producteurs, mais surtout à l'État, puisque 75% de la survaleur qu'on va faire sur une offre de gaz vert, l'État va la récupérer pour le fonds de compensation qui sert à alimenter le biométhane. Par exemple, si je mets des chiffres là-dessus, si moi, Engie, je vous fais une offre de gaz vert qui correspondrait à 10 euros du mégawattheure en plus par rapport à une offre de gaz gris, et ben en fait, 7,5 euros vont être reversés à l'État. Et bon, comme je vous disais tout à l'heure, l'État paye quand même quasiment 100 euros du mégawattheure par mégawattheure, donc il est hautement légitime à récupérer ce montant-là. Mais donc, vous voyez que concrètement, l'économie du méthaniseur, il porte énormément sur la fourniture d'énergie qu'il va faire. Il y a certains méthaniseurs qui peuvent trouver un revenu au travers de la valorisation de leur digestat. Quelques très très rares méthaniseurs qui peuvent avoir aussi des redevances pour traiter des intrants. Donc là, ça va surtout être ceux qui font du déchet. Mais la plupart du temps, les méthaniseurs vont devoir payer pour leurs intrants. Et souvent, le traitement du digestat peut être là aussi en partie pris en charge par les méthaniseurs. Pardon. Et donc la méthanisation, c'est un secteur qui est vraiment sur un développement exponentiel. Pour vous faire une idée, je pense qu'en 2012, ça doit être le premier site qui injecte. On en avait 2 ou 3 en 2013. Ça a fait x2 en 2014, x2 en 2015. Donc en 2015, il devait y avoir une vingtaine de sites, même pas qui injectaient. 2016, on devait être à 40. 2017, 50 ou 60. Et on a eu une explosion, on voit bien, depuis 2018-2019. Là, cette année, aujourd'hui, on est à, il me semble, si je ne dis pas bêtise, 135 sites qui injectent pour une capacité de production de 2 TWh par an.
Donc ça, c'est le maximum de ce que pourraient produire les sites, mais ce qu'on constate, c'est qu'on on a une capacité maximum de 3 TWh par an et on devrait atteindre une production effective de 2 TWh par an. Et ça devrait faire à peu près x10 dans les 3 prochaines années. Donc on a une augmentation qui est énorme, qui reste quand même à l'échelle de la consommation française pour l'instant encore assez restreinte. Aujourd'hui, la consommation de gaz en France, c'est 400 TWh. Il n'y a même pas 1% de biométhane dans les réseaux aujourd'hui. Mais avec ces volumes qui explosent, l'État s'est rendu compte que le budget qu'il souhaitait allouer à l'aide à la filière risquait lui aussi d'exploser. Et donc a décidé de mettre en place un nouveau tarif d'achat qui va être déjà avec des prix plus faibles, puisqu'on devrait constater des baisses de 5 à 15% sur les rémunérations actuelles, avec une baisse en plus chaque année, même chaque trimestre, il y aura une baisse de 0,5% du tarif, donc il y aura un enjeu de sortir les projets le plus vite possible. Et il a également décidé que pour tous les projets qui auraient une production, alors c'était censé être supérieur à 20 ou 25 gigawattheures, mais ça a encore changé cette semaine. Alors je ne sais pas trop comment ça va terminer, mais au bout d'une certaine taille, il fera ce qu'on appelle des appels d'offres. Donc, au bout d'une certaine taille, il voudrait dire, moi, je suis prêt à développer un projet et pour me rémunérer, je pense que j'ai besoin de 80 euros du mégawattheure. Et si il faut être dans les prix les moins chers pour être retenu. Je suis désolé, on vient de sonner à ma porte. Je m'excuse une minute pour ouvrir. Je pense que c'est mon fils. Une seconde. Désolé. Donc voilà, donc ça c'est le premier changement qui est majeur pour les porteurs de projets. Ça va être une rentabilité des projets sacrément à la baisse, avec une grosse incertitude sur leur capacité à accepter une telle baisse. Et en plus, et ça encore, ça a changé cette semaine, une grosse incertitude sur le fait que l'État continue d'aider la production de biométhane à partir des ISDND, donc c'est les centres d'enfouissement et les stations d'épuration. L'État a décidé autre chose. Je vous disais qu'il nous a autorisé pour l'instant à créer les garanties d'origine et à les valoriser auprès de nos clients, mais en récupérant une valeur. Et il préfère aujourd'hui garder la totalité de ces garanties d'origine et les mettre aux enchères mois par mois auprès des fournisseurs, qui eux, après, les valoriseront auprès de leurs clients. L'État avait aussi mis en place une aide pour pousser la consommation de biogaz. Il y a une taxe quand on consomme du gaz qui est la TICGN, qui grossièrement représente la valeur carbone du biogaz, enfin une taxe carbone pour le gaz. Et quand on consommait du biométhane, on n'était pas assujetti à cette taxe. Donc l'État a décidé que demain, au 1er janvier 2021 plus exactement, plutôt que d'avoir une exonération ciblée, il dirait si vous avez 1% de biométhane dans les réseaux, vous avez le droit, pour tous les consommateurs de gaz, à 1% de moins de réduction sur cette taxe. Une autre grosse évolution réglementaire qui va nous impacter, c'est qu'il y a une directive européenne sur la gestion des garanties d'origine qui doit entrer en œuvre en juillet 2021. Et donc ça, c'est pour mettre en place un marché européen de la garantie d'origine. Tous les États membres devront reconnaître les garanties d'origine des autres États membres. Et en fait, comme chaque pays a mis en place des systèmes d'aide complètement différents, ce sont des discussions assez complexes pour se mettre d'accord sur le texte qui permettra de créer ces garanties d'origine. Un autre avantage du biométhane qui est en discussion, c'est qu'on considérait aujourd'hui que son utilisation provenant d'un gaz d'origine renouvelable n'était pas une source d'émission de CO2. C'est comme ça que ça se passe dans certains pays. La France est revenue partiellement dessus et aujourd'hui ce système doit évoluer à l'échelle européenne et donc il faut que les pays se mettent d'accord sur la façon dont sera compté le biométhane pour les systèmes de quotas de CO2. Ça c'est un système qui s'applique aux gros consommateurs de gaz partout en Europe. Enfin, gros consommateurs d'énergie, ils doivent faire des bilans carbone et démontrer d'année en année que leur bilan carbone s'améliore. Et enfin,
le dernier changement qui est en cours de discussion avec la filière. Je vous parlais tout à l'heure des 75% du premium qu'on reverse à l'État. On est là aussi en discussion pour essayer de simplifier le système qui est un peu compliqué et un peu opaque à suivre, puisque qu'est-ce que c'est qu'un premium vert, à quel moment, à quel endroit je le mets dans le contrat, voilà, tout ça, ça fait des discussions à n'en plus finir. Et on voudrait essayer de trouver une règle qui serait commune et plus simple à comprendre pour tout le monde. Pour ce qui est du marché de la garantie d'origine à l'échelle européenne, qui est donc les gros sujets, moi, qui me concernent et qui va concerner beaucoup d'acteurs, producteurs et acheteurs dans les années à venir. Donc, je vous disais que le RED 2 qui est la directive européenne, va obliger les pays à avoir que chacun ait son registre d'égo et de garantie d'origine et que ces registres puissent discuter entre eux. On voit venir en fait deux gros leaders pour le marché de la garantie d'origine en Europe qui seront la France qui a des objectifs très très ambitieux sur sa production, qui avait des objectifs très ambitieux, des objectifs qui sont un peu moins ambitieux mais qui restent ambitieux par rapport au reste de l'Europe. On a également le Danemark qui est déjà un producteur assez conséquent et qui exporte pas mal de ses garanties d'origine. Et il y a l'Italie qui a mis assez récemment en place un système de soutien et qui veut flécher son biogaz vers le carburant, où on voit venir, un peu comme la France, une explosion des projets dans les 3 à 5 ans. Il y a des pays qui sont très en retard sur la production et qui souhaitent valoriser le biométhane. Il y a la Pologne, la Suède qui est déjà un gros consommateur, mais qui a la particularité de ne pas avoir beaucoup de réseaux de gaz, donc qui utilise beaucoup de gaz naturel liquéfié. Alors j'en profite d'ailleurs, on m'avait demandé une question là-dessus. Donc le biogaz, le biogaz, on va dire que c'est le gaz qu'on trouve sur le site avant qu'il soit traité. Le biométhane, c'est le gaz qui est produit une fois, juste avant de l'épurer, une fois qu'il a atteint des caractéristiques équivalentes au gaz naturel. Et ce biogaz, si vous l'utilisez en carburant, vous pouvez le faire en gaz naturel compressé, ce qu'on appelle du GNC, ou alors vous pouvez le liquéfier, c'est du gaz naturel GNL, c'est le gaz naturel liquéfié. Donc du biométhane peut être du bio-GNL. Et pour revenir à mes pays importateurs, donc la Suède qui a l'air de vouloir fortement importer du bio-GNL, justement. L'Autriche qui en importe déjà et la Suisse également, puisque la Suisse a quelques soucis géographiques pour pouvoir produire du biométhane, puisque avec toutes ces montagnes, je vous disais que le potentiel est essentiellement agricole. Finalement, l'agriculture est peu développée là-bas, enfin peu développée par rapport à des pays comme la France. Et on a également la Belgique qui a l'air très demandeuse, mais qui va manquer de potentiel de production par rapport à ses consommations. Et des pays où on ne sait pas trop, puisqu'ils sont un peu en évolution vis-à-vis de ce biométhane. L'Allemagne aujourd'hui est de très loin le leader européen. Donc l'Allemagne produit 10 TWh de biométhane, c'est à peu près 10 fois ce qu'on fait. Non, maintenant 5 fois ce qu'on fait. Mais aujourd'hui, elle est importatrice et on pense qu'elle va continuer à le faire, mais ça dépendra de ses décisions vis-à-vis de RED 2. Les Pays-Bas devraient se retrouver un peu comme la Belgique, même si eux ont plus de potentiel de production. Donc la question se pose moins. L'Espagne devrait peut-être importer, mais on va dire que son marché gaz est très particulier. Et elle a pourtant un énorme potentiel, donc c'est un peu un flou là également sur ce que vont vouloir faire les pouvoirs publics vis-à-vis de ça. Et il y a un pays dont on se pose une grosse question sur son impact sur le marché des GO, c'est le Royaume-Uni, qui aurait dû théoriquement être un gros acteur de l'Union européenne et peut-être plutôt aller à l'export, mais en fait avec la sortie de l'Union européenne, on ne sait pas bien comment le Royaume-Uni s'intégrera dans le marché européen. Et voilà pour ce qui est de ma présentation de la méthanisation et du marché des garanties d'origine. Et je vais donc passer la parole à mon co-présentateur. Merci Adrien pour cette présentation sur le biométhane et les activités que Engie peut avoir sur le biométhane.
De mon côté, Clément Lefebvre d'Enea Consulting, je vais essayer de vous parler du futur de la méthanisation et puis je dirais, diversifier votre vision de la méthanisation qu'on a tendance à réduire à l'agricole qui produit de l'énergie. On verra qu'il n'y a pas que de l'agricole, pas que produire de l'énergie. Voilà, mon objectif, c'est de vous ouvrir les horizons sur la méthanisation. Alors, la présentation ne fonctionne pas, ça va. On va essayer. Je vais prendre une seconde. Je reviens. Deuxième chance. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Avec Enea Consulting et un écran ouvert, etc. Oui. Bon, essayons cette fois-ci, ça devrait mieux marcher. Super. En deux mots pour me présenter et présenter Enea. Donc Enea, on est un cabinet de conseil en stratégie spécialiste de la transition énergétique et environnementale. On est basé à Paris, on a aussi des bureaux à Hong Kong et à Melbourne. Et on travaille sur tous ces sujets, je dirais, de prospective, l'hydrogène, les smart grids, l'efficacité énergétique industrielle, la finance verte, etc. Pour moi, de mon côté, je suis chez Enea depuis 4 ans maintenant et je travaille beaucoup sur ces sujets autour des nouveaux vecteurs énergétiques, le biogaz, l'hydrogène, les biocarburants, donc un petit peu sur tout ce qui est captage et valorisation du CO2. Je me suis vraiment spécialisé ces 2 ou 3 dernières années sur la filière méthanisation, avec quelques études structurantes pour la filière sur les perspectives, la feuille de route que pouvait se donner cette filière-là pour se développer. J'ai aussi un autre pendant de mon activité qui est d'accompagner un certain nombre d'entrepreneurs, dont des entrepreneurs de la méthanisation, et je présenterai quelques cas innovants juste après. Enea, pourquoi on parle de méthanisation? Ça fait, je dirais, 5 ou 6 ans qu'on est vraiment actif sur ce sujet-là et qu'on accompagne souvent la filière au niveau de ces instances structurantes pour réfléchir aux nouveaux mécanismes, aux perspectives de renforcement de la compétitivité, à des développements de nouvelles filières type le bioGNL, ou plus récemment à toute la réflexion sur ce qu'on appelle les externalités positives de la filière, dont je vais vous parler un petit peu plus, ce qui va être impact positif d'une filière comme la méthanisation. Je voulais dès maintenant réélargir un petit peu les horizons sur la filière méthanisation, puisque je la définis comme multifacette et multiservice. Multifacette, pourquoi? Parce que c'est pas uniquement intrants issus de l'agriculture qui peuvent y être mis, c'est aussi une filière de traitement des déchets, dont les biodéchets, que vous pouvez avoir chez les industriels ou même dans le futur chez les particuliers. C'est aussi une filière, comme le disait Adrien, avec la valorisation du gaz de décharge. Ça, c'est pour son côté multifacette. On peut avoir beaucoup d'origines à la filière méthanisation. Et puis, multiservice, puisqu'on va avoir non seulement la production d'un vecteur énergétique, qui lui peut être utilisé, comme le disait Adrien, dans plein de situations, mais aussi la production de digestats pour du fertilisant, le service de traitement des déchets, etc. Ce qui me paraît intéressant de rappeler sur cette filière-là, c'est que l'orientation de cette filière, c'est vraiment de participer à la décarbonisation des systèmes économiques, en particulier la décarbonisation de la chaîne gaz naturel, que ce soit en remplaçant le gaz pour le chauffage ou en remplaçant aussi les carburants véhicules. Mais pas seulement, encore une fois, on élargit un petit peu en dehors de l'énergie. Le secteur des fertilisants est lui aussi très carboné. Et donc, venir produire du carburant d'origine organique, du fertilisant d'origine organique, vient là aussi participer à la décarbonisation de nos systèmes.
Pour se refixer les idées, la filière méthanisation, on a tendance à la remettre côté agriculture. Il y a une vingtaine d'années, la filière méthanisation, ou enfin, en tout cas la filière biogaz, c'était principalement du gaz de décharge qui était valorisé. Et on voit une explosion sur le graphique en haut à droite, on voit une explosion du sujet agricole avec tout ce qui va être valorisation des résidus de l'activité agricole. Pour resituer aussi un petit peu tout ça, côté répartition géographique, on est assez leader en Europe, mais il se passe aussi des choses en Asie, aux Amériques, avec des formats un petit peu différents. Ce qu'il faut avoir en tête, et je suivais les questions qui commençaient à être posées pendant l'intervention d'Adrien. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça a été dominé en termes de valorisation d'abord par la valorisation chaleur et électricité, et que c'est depuis les 10-15 dernières années qu'on se tourne vers cette valorisation équivalent gaz naturel. Et c'est vraiment ça qui stimule aujourd'hui le développement de cette filière. Donc si on schématise, en 2000, principalement des décharges qui libèrent du gaz qu'on va mettre dans une cogénération pour faire de la chaleur et de l'électricité. Aujourd'hui, toujours cette partie-là de la filière, mais beaucoup plus orientée aussi déchets et milieux agricoles pour faire du biométhane. Ce qui m'intéresse moi aujourd'hui dans la filière méthanisation, c'est pas seulement de parler d'énergie, c'est aussi de parler de l'ensemble des services qu'elle peut rendre. Vous voyez ce schéma qui intégrait beaucoup d'entrants, beaucoup de sortants, pas mal de choses touchées par l'unité de méthanisation au milieu. Et en fait, c'est aujourd'hui le message fort que je veux faire passer. Pour moi, la filière de gaz n'est pas qu'une filière de production d'énergie. C'en est une puisqu'on produit un gaz décarboné. Mais c'est aussi une filière où on va se poser des questions de traitement des déchets, que ce soit les déchets agricoles, les déchets des ménages, les déchets des industries. C'est une filière qui vient profondément modifier les pratiques agricoles, qui invite à questionner les démarches de transition agroécologique chez les agriculteurs. Et puis, c'est aussi une filière, et il faut le rappeler, qui a un fort enjeu économique, puisque c'est une filière avec beaucoup d'opérations, plus que de capex la plupart du temps. Donc, une filière qui crée de l'emploi, dans nos territoires et même dans nos territoires ruraux qui ont besoin de ce dynamisme économique. C'est aussi une filière qui aide nos agriculteurs à diversifier leurs revenus. Et ça, dans un contexte de difficulté de l'agriculture française, c'est aussi important de le souligner, cette diversification des revenus des agriculteurs. Et pourquoi c'est un message fort, c'est que cette filière-là, elle doit être prise dans son ensemble, ne pas compter les mégawattheures et voir à combien ça fait à la fin, mais se dire c'est une filière multiservice qui va me permettre de réduire mes pollutions, mes usages d'intrants chimiques, etc. Et je dois bien la prendre dans son ensemble. Adrien parlait de tarif, et ce tarif, il est très orienté énergie. Et c'est une démarche qui a été lancée par la filière il y a maintenant 2 ou 3 ans. C'est de se questionner sur la valeur économique de tous ces services. Alors, je ne vous cache pas que la question reste extrêmement complexe. Quelle valeur à créer de l'activité économique? Quelle valeur à ne pas trop polluer les rivières avec les effluents d'élevage? Quelle valeur à trouver des solutions vertes pour le traitement de nos déchets? C'est une démarche qu'on a menée en 2018 avec la filière et qui se continue aujourd'hui à travers un certain nombre d'échanges avec les pouvoirs publics, de chiffrer un certain nombre de ces bénéfices. Le plus classique, je dirais que c'est les gaz à effet de serre. On arrive assez rapidement à se rapprocher à combien de tonnes évitées pour un mégawattheure de biométhane et à chiffrer une valeur à cette tonne de CO2. On arrive dans des choses beaucoup plus complexes quand on réfléchit à l'impact positif que peut avoir la méthanisation sur les pollutions à l'azote, avec le lien avec les activités agricoles, ou par exemple l'impact positif que ça peut avoir côté agriculteur
sur l'augmentation des rendements, sur la diminution des recours aux engrais azotés. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun des calculs et je doute pas qu'il y ait beaucoup de questions derrière ces calculs qui restent complexes. Le message fort que je veux faire passer, c'est que mis bout à bout, un certain nombre de ces valeurs, vous voyez 30 € du mégawattheure, 20 € du mégawattheure, on arrive à en fait se rendre compte que la méthanisation ne coûte pas cher en soi, si tant est qu'on prend en compte l'ensemble des bénéfices qu'elle peut apporter aux acteurs économiques. Voilà pour la partie externalité positive. Pour vous donner un point de situation là-dessus, c'est une démarche qui est pleinement ancrée dans les discussions avec les pouvoirs publics, qui aujourd'hui s'interrogent sur rémunérer la méthanisation, non pas uniquement sur l'énergie, mais potentiellement sur d'autres services qu'elle peut apporter. Voilà pour la partie externalité. Pourquoi c'est le futur, je dirais, de cette filière? C'est effectivement que on va progressivement partir d'une filière, comme le disait Adrien, très subventionnée sur la partie énergie, et puis à une filière qui va se réinventer petit à petit en tirant des revenus du traitement des déchets, des services écologiques qu'elle peut rendre, etc. Il y a toute une autre partie du futur de la méthanisation. C'est que la méthanisation, on voit ça souvent d'un point de vue, je dirais, assez rustique. L'unité chez l'agriculteur avec un tracteur, du fumier et quelque chose d'assez rustique techniquement. C'est pas que ça la méthanisation, et je voulais vous donner quelques exemples de projets innovants qu'on peut voir arriver sur cette filière. Le premier, c'est Axibio. Et ça rejoint l'une des questions qui avait été posée sur la méthanisation et les ordures ménagères. Demain, en 2023, on devra mettre en place en France le tri à la source des biodéchets, ce qui est un gros changement. Donc, après avoir eu la poubelle verte et la poubelle jaune, on devrait avoir une poubelle marron où séparer nos biodéchets des ménages, donc les épluchures de pommes de terre, etc. Et donc ça, il y a tout à réinventer, un circuit de collecte. Et Axibio développe des solutions de point d'apport volontaire avec une forte composante digitale, justement pour avoir un suivi du devenir de ces biodéchets, rendre aussi les citoyens acteurs de cette gestion des déchets, comprendre que le tas d'épluchures que j'ai mis à la poubelle hier, demain fait 1 mégawattheure de biométhane et peut-être même qu'on peut me le revendre pour chauffer ma maison. Donc voilà, outiller cette logique d'économie circulaire physiquement en développant ces points de collecte et puis de façon digitale pour rendre transparents ces systèmes de gestion. Donc vous voyez en bas à droite l'exemple d'une benne en apport volontaire d'Axibio. C'est quelque chose qui se développe petit à petit. Il y a une unité mise en place à Locminé qui fonctionne avec l'unité de biogaz de l'IGER. Et ça se réplique dans quelques communes, mais il faut avoir en tête que demain, en 2023, on devra trouver une solution de collecte et de valorisation à ces biodéchets des ménages. Et du coup, ça me fait ma transition sur la deuxième start-up que je voulais vous présenter. C'est Trion Environnement. Donc Trion se place un peu plus tard dans la chaîne de valeur puisqu'elle se place sur le traitement, et l'idée c'est comment développer des unités de petite taille pour venir se placer au plus près du gisement. C'est difficile puisque c'est des opérations industrielles, de séparation des gaz, etc. Donc c'est pas forcément des procédés qui aiment la miniaturisation. Mais Trion a développé un concept de micro-méthanisation et d'injection de biométhane avec des solutions conteneurisées qui peuvent être en plus évolutives, avec l'idée que demain, ces biodéchets triés à la source, comme on pouvait les collecter avec Axibio, auront besoin d'une solution de traitement au plus près des villes et de façon évolutive, puisque les gisements pourraient augmenter. Donc ça, Trion, il y a un autre cas qui se développe, puisque Trion développe une unité démonstrateur à Carrières-sous-Poissy en région parisienne,
là aussi pour démontrer qu'en collectant les déchets des cantines, des ménages, etc., on arrive à se mettre au plus près, à générer de la valeur au plus près des territoires. Dernière startup que je voulais vous présenter sur des évolutions là, je dirais technologiques fortes, beaucoup plus jeune, mais en même temps ambitieuse sur les principes technologiques qu'elle aborde. C'est Sublime Énergie qui se pose une question, c'est toutes les petites unités de biogaz n'ont pas forcément accès à l'épuration parce que, encore une fois, l'épuration, c'est un procédé de traitement de gaz assez complexe. Comment faire pour quand même venir valoriser un biométhane? Elle développe un concept de collecte du laitier. Plutôt que de centraliser, comme le disait Adrien, centraliser des flux de déchets sur plus de 10, 20, 30 kilomètres, ça commence à être complexe et coûteux. Plutôt que de centraliser les déchets, on centralise le biogaz, donc on méthanise au plus près des déchets, dans les fermes, dans les territoires, et on vient collecter en camion le biogaz non épuré pour avoir un seul point d'épuration du coup à échelle suffisante qui peut soit derrière injecter sur le réseau de gaz, soit là comme c'est présenté être valorisé sur une station de biogène. Donc voilà trois startups de l'écosystème français. J'aurais pu en citer beaucoup d'autres et c'est vraiment pour moi un message clé important de se dire que c'est une filière qui a besoin d'innovation. Je ne sais pas s'il y a des camarades de centrale de promotion récentes qui ont envie de faire de la recherche ou de promotion plus ancienne. Mais c'est aussi un gros vivier d'innovation. On n'est pas obligé d'aller en Silicon Valley ou dans la tech et le deep learning pour faire des choses innovantes. On peut aussi aller en Bretagne sur une exploitation agricole avec du fumier. J'élargis encore un petit peu plus ces horizons pour finir, puisque chez Enea, on est assez impliqué dans les sujets d'accès à l'énergie. Le biogaz, ce n'est pas que des installations en France dans des fermes, c'est aussi un vecteur énergétique qui se développe de plus en plus dans les pays en voie de développement, et pas seulement sur de la récupération de gaz de décharge, qui se développe aussi sur de la microméthanisation. J'ai pris l'exemple de deux belles startups que je n'appellerais presque plus startups parce qu'elles se développent vraiment à toute vitesse. Systema Bio qui a commencé au Mexique, puis qui est en Colombie, au Kenya et en Inde aujourd'hui. Et Atec Biogas qui a commencé au Cambodge et qui se développe maintenant au Bangladesh. Et ces acteurs-là développent des solutions de petite méthanisation où on vient tout d'abord développer des solutions de cuisson propre. Faut avoir en tête que la cuisson propre, c'est un enjeu de santé publique majeur dans les pays en voie de développement. C'est un enjeu économique aussi, puisque le charbon de bois coûte souvent très cher. Et puis qui même parfois bascule, je dirais, sur ce qu'on appelle des usages productifs, puisque Systema Bio, typiquement, développe des systèmes où on va avoir des moulins à céréales ou des choses comme ça, qui vont valoriser le biogaz et donc qui développent dans ces territoires, dans ces pays en voie de développement, dans les territoires ruraux, de l'activité économique, de l'activité productive et qui contribuent au développement de ces territoires. Voilà, donc deux beaux exemples de belles startups sur le biogaz. Vous voyez donc que le biogaz, ça va de systèmes très simples avec des cuves en plastique qu'on enterre au Cambodge à des décharges gigantesques qu'on peut avoir dans d'autres pays d'Asie, à des choses très innovantes avec de la technologie forte sur des fermes en Bretagne. Bref, la filière méthanisation, c'est toujours très diversifié, très technologique et il y a beaucoup de bonnes idées à avoir pour optimiser. Et un dénominateur commun de tout ça très impactant, puisque à chaque fois, on va avoir des questions de gestion des déchets, gestion de l'eau, politique agricole, développement économique des territoires ruraux. Voilà pour ce panorama un petit peu global de ce qui fait aujourd'hui bouger la filière en France, en Europe et dans le monde. Et je serais ravi de répondre à vos questions si vous en avez sur ces différents sujets.
Donc, je lis la question. Quelle est aujourd'hui la principale valorisation du biogaz des nouveaux projets? Injection, électricité, chaleur. Je vois qu'Adrien est toujours sur mute. N'hésite pas à intervenir, Adrien, si nécessaire. Pour être clair, jusqu'à il y a une dizaine d'années, c'était cogénération, donc électricité et chaleur. Depuis 2011, en France en tout cas, on a fait une grosse bascule vers l'injection. La majorité des projets qui sortent des 5 dernières années, ou en tout cas des projets d'ampleur, sont en injection. C'est un petit peu dépendant des contextes réglementaires de chacun des pays, mais pour être clair, en Europe, tout le monde est en train de basculer sur l'injection. L'Italie, qui était un grand pays de cogénération, est en train de faire un mouvement très fort depuis un an pour décarboner ses transports en injectant le gaz dans le réseau et en faisant du biogène. Ouais, excusez-moi, j'avais pas vu que j'avais coupé mon micro en fait à cet endroit-là. Pour compléter ce que tu dis, ce qu'il faut avoir en tête, on vous a parlé des 3 grandes valorisations qui sont chaleur sur site, cogénération et injection. Chaleur sur site, en rendement, potentiellement c'est le meilleur. C'est juste qu'il faut avoir la spécificité d'un site qui produit du biogaz et qui a une consommation de chaleur. Et en fait, on en vient assez vite à une typologie de projet très très restreinte. La cogénération, vous allez, par rapport au potentiel énergétique du biogaz, vous allez peut-être produire entre 35 et 40% d'électricité, et encore, c'est au tout début de vie du moteur et ça va vraiment décroître avec le temps. Vous allez avoir à peu près le même niveau de rendement sur la chaleur, donc vous voyez que vous avez du mal à dépasser les 80%, et encore, il faut avoir un besoin de chaleur de 40% du potentiel de production, et là aussi, c'est quand même des cas assez atypiques, alors que l'injection, vous allez valoriser à peu près 90%, entre 85 et 90% de ce que vous produisez. C'est aussi pour ça que c'est mis en avant, et puis ça a l'avantage de produire le gaz qui est une énergie stockable, contrairement à l'électricité qui est plus compliquée à stocker. Donc ça, c'est ce qui explique que de plus en plus de pays avec avec le fait que les process de d'épuration soient de plus en plus matures, poussent vers cette utilisation-là. Et juste, vu que la question avait été posée sur les contrôles en exploitation, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Je vous ai dit que c'était compliqué de développer et de construire un projet, mais en fait, c'est hyper facile par rapport à l'exploitation. Les problèmes commencent quand on commence à exploiter. C'est vraiment là que c'est compliqué. C'est quand même des projets, ne nous l'aurons pas, je vous ai parlé de transport à 10-20 km, donc c'est des camions, on traite de la matière organique. La matière organique, dans certains cas, ça peut sentir, donc il peut y avoir besoin de traiter des odeurs, de bien gérer ces odeurs. C'est des process biologiques qui sont compliqués à suivre, c'est des process physico-chimiques pour l'épuration qui sont là aussi compliqués, avec pour le coup des automatismes assez pénibles à faire évoluer, donc il faut prendre soin. Tout ça fait que l'exploitation, c'est compliqué, c'est un moment, c'est des heures et des heures sur site, jour et nuit, puisque la biologie ne s'arrête jamais. Et heureusement, rassurons-nous, on a besoin d'autorisation pour avoir le droit de construire, et on est surtout très surveillé en phase d'exploitation. Les services de la préfecture font des audits sur les sites. On a des rapports à rendre tous les 3 mois, 6 mois, 1 an, selon la dangerosité, on va dire ça, des sites ou leur potentiel impact sur l'environnement. Et on a des obligations de contrôle réglementaire sur les émissions sonores, olfactives. Voilà, on est très loin de faire ce qu'on veut une fois qu'on a construit. Et les intrants sont très surveillés. Hein. Les intrants, on doit produire des analyses sur chaque intrant qui rentre. Alors pas à chaque fois, mais à un rythme régulier qui a été convenu au moment de l'autorisation du site. Voilà. Bien. Il y a une autre question. Agnès Gillet-Torres, AG Conseil, Centrale Marseille. Quel avenir pour la méthanisation des ordures ménagères? Si la tendance, entre parenthèses, évolution réglementaire à venir, de plus pouvoir valoriser le digestat en compost normé NFU 44051. Tu connais. Alors, je peux prendre le début de la question. Je ne suis pas un expert des normes de compost. Pour être clair, il y a 20 ans, la méthanisation des ordures ménagères, c'était une décharge. On la ferme, au milieu, on torche.
au pire, on laisse s'échapper. On a mis des torches ensuite. Ensuite, on a mis des cogénérations pour valoriser le biogaz. Et puis aujourd'hui, les décharges restent quand même plus forcément à la mode, je dirais, ou en tout cas progressivement en France, on va aller de moins en moins en décharge. Ensuite, on a eu la question des unités de traitement, ce qu'on va appeler des tri mécano-biologiques. Pour faire simple, votre poubelle grise où il y a du déchet, vous la secouez suffisamment bien pour que se sépare la matière organique et le reste, et le reste soit méthanisé pour produire du gaz. C'est des unités qui sont techniquement complexes, qui ont connu parfois quelques déboires justement sur la qualité des composts, etc. C'est plutôt des unités qu'on a tendance à avoir développées dans les années 2005-2010. On s'est un petit peu arrêté ensuite. C'est pas forcément la grande tendance, même s'il y a un certain nombre d'unités qui continuent de bien fonctionner là-dessus. La tendance, c'est plutôt celle que j'évoquais avec le tri à la source des biodéchets, puisque ça, c'est une loi européenne transposée en droit français qui voudrait que dans les années 2023-2025, on n'ait plus la question de méthaniser les ordures ménagères, mais de méthaniser les biodéchets, comme on recycle les plastiques ou comme on recycle le verre. Chacun sa voie de collecte, chacun sa voie de traitement, ou plutôt chacun sa voie de valorisation, même pour être positif. Je ne sais pas si Adrien, de ton côté, il y a des choses à rajouter sur… En fait, donc aujourd'hui, il faut savoir que ça, c'est pas forcément un très bon point pour les méthaniseurs. On peut avoir besoin de les passer sur des plateformes de compostage et donc qui respectent la norme NFU. Mais en fait, la voie, elle va plutôt vers une simplification de ce qu'on va faire des digestats. On espère quand même à terme en fait avoir une norme spécifique aux digestats où il faudra sans doute à répondre à minima aux valeurs agronomiques du compost, voire faire mieux, ce qui va plutôt bien à la filière, puisque souvent des digesteurs, on sort quand même un produit qui est quasiment aussi bien que du compost. Il y a une question se pose parfois sur la teneur, le compost sert principalement à tuer toutes les bactéries, mais comme en fait en méthanisation on les a déjà quasiment toutes flinguées à la fin du processus, sauf celles qui servent à la méta, on n'est pas trop mal, et avec les temps d'entreposage sur site, moi sur mes quelques années d'exploitation, je n'ai jamais eu de compost, de digesta qui a eu une composition moins bien que celle de la NFU 44-51. Merci Clément, merci Adrien. Je propose de passer à la question suivante. Quelle est la part des projets provenant de l'agriculture pure? Quelle est la taille minimale des installations agricoles justifiant une méthanisation des déchets? Si tu veux, je la prends Clément. Donc, en tant que acheteur, nous, on a signé à peu près 450 contrats d'achat aujourd'hui. Et je pense qu'on en a plus de 400 où c'est de l'agriculture pure. Alors, je ne sais pas exactement si agriculture pure, c'est le capital n'appartient qu'à des structures agricoles où les produits sont uniquement issus de l'agriculture. Je vous le disais, il y a quand même le financement est un sujet puisque c'est plusieurs millions d'euros des unités de méthanisation à sortir, et que les fermes peuvent avoir du mal à apporter, même si c'est 20% de fonds propres, sortir 1 million d'euros, c'est loin d'être une simple pour eux. Donc il y a eu quand même une tendance d'ouvrir les capitales à des industriels, à des coopératives, ou ça peut être à des collectivités ou des tiers pour faciliter ces sujets de financement. Après, sur les intrants, on est quand même souvent, c'est souvent que des produits agricoles, et d'un autre côté, des produits qui sont très centrés traitement de déchets ou traitement de steppes. Alors après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est des sujets qui sont hautement débattus, le mélange des intrants. Bien, on passe à la question suivante. Il y avait la taille minimale des installations agricoles. Ah oui. Alors, moi, je signe jusqu'à 50 normomètres cubeurs, et je vais vous dire, ça doit être des projets qui doivent être à 7000 ou 8000 tonnes par an. C'est quelque chose qui peut être
une ferme un peu conséquente, mais sans que ce soit une ferme de 1000 hectares ou de 1000 vaches, hein, loin de là, est capable de porter son propre projet. Mais c'est des projets qui sont économiquement très compliqués. Et notre point de vue, ceux pour qui ça se passe le mieux et qui ont l'air de quand même mieux vivre leur expérience, c'est plutôt quand on atteint 2 fois cette taille-là, donc au-delà des 100, 120 normomètres cubeurs. Donc là, on rentre dans les 12-15 000 tonnes par an d'intrants. Et c'est bien, c'est assez commun. Soit c'est une très grosse ferme, soit c'est 2 fermes ou 3 qui se mettent ensemble. Et puis après, on a des beaucoup plus gros projets où ils se mettent à 30 agriculteurs. Et là, on peut avoir des 35 000 tonnes et des 500 normomètres cubeurs. Pour nuancer, hein, puisque Adrien a plutôt la casquette biométhane, hein, la petite cogénération sur ferme existe encore. Il y a encore un certain nombre de tarifs, mais vraiment orientés pour de la petite méthanisation sur des petites exploitations agricoles. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est en soi, dans ce qui existe, peut-être ce qui fait le nombre. C'est très loin de ce qui fait le volume. Donc, on a beaucoup de petites unités, mais qui ne représentent pas très lourd en termes de production d'énergie. Et pour être clair, elles ont plus vocation à être des outils de transition écologique pour ces agriculteurs, à se doter d'un outil de management de leurs effluents d'élevage, plus que de participer à la décarbonation du mix français à grande échelle. C'est ça qui sera lourd dans notre bilan énergétique. Christiane, Guy proposait que pour la prochaine question, ce soit la personne qui pose la question directement. Donc, est-ce que la personne qui a posé cette question sur les technologies high-tech, low-tech souhaite la poser directement avec sa caméra si elle le souhaite? Alors, sans caméra, je fais avec mes enfants, c'est un peu brillant. Oui, la question, c'était de savoir si c'était plutôt des technologies type high-tech ou plutôt low-tech, assez robustes, comme on a pu entendre des gens comme Philippe Biouy qui défendent ce genre de technologie. Comme j'ai fait un petit topo hein, sur la partie technologie, je vais commencer et puis je te laisserai compléter Adrien. Pour être clair sur le biométhane, on n'est pas sur des choses trop simples. Hein. Transformer du biogaz en biométhane, c'est du traitement des gaz. Alors il y a des technologies qui s'inspirent des low-tech avec des lavages à l'eau, etc. Mais on reste quand même sur des équipements qui se veulent aussi industriels pour des questions de sécurité, pour des questions de contrôle environnementaux. Donc ça peut être simple dans l'idée, c'est toujours industrialisé pour un certain contrôle qualité. Après, il y a des choses qui je dirais, s'inspirent de la low-tech. Je prends une start-up que j'ai pas présentée un petit peu avant, qui s'appelle Biorengaz, qui a développé des supports de culture en papier recyclé pour concentrer les bactéries sur des nids. En fait, je dirais que là-dessus, on n'est pas sur des choses révolutionnaires en termes d'équipements tournants, complexes, etc. On s'est plutôt inspiré de la biologie. On a essayé de comprendre comment ça pouvait marcher. Et au final, on a un réacteur assez robuste qui peut bien tourner, mais à chaque fois avec quand même une ambition forte en termes de sécurité et de qualité. Bien. Ouais, et du coup, je vais aller dans ton sens. En fait, la complexité du process, elle est surtout sur le traitement du gaz. Là, on a des choses plutôt high-tech, plutôt complexes. C'est vrai que la partie amont, production de gaz, au final, hein, l'idée, c'est plutôt de faire simple et robuste, de vraiment s'inspirer de ce qui est fait depuis des années et des années dans le monde agricole, parce que transporter de la paille, transporter du fumier, traiter du lisier, ils font ça depuis des années, donc il n'y a pas besoin de... Voilà, il faut savoir s'inspirer, sauf que souvent, c'est pas les mêmes échelles de tonnage à traiter, mais il y a quand même un bon côté assez, je vais dire ça comme ça, bon sens paysan sur la partie méthanisation. Et d'ailleurs, les Allemands, la typologie classique des constructeurs allemands, c'est des agriculteurs qui sont lancés dans la méta il y a 15-20 ans, et puis en fait, ils ont un peu amélioré le process, puis ils ont commencé à le vendre à leurs voisins, et puis voilà, ils ont grossi petit à petit, et ils viennent proposer leur process en France. Bien, merci. Tu as terminé? Oui, c'est bon. Merci. Alors, prochaine question, c'est Raphaël Fresneau
qui est Centralian 2014. Quel est le mode d'investissement le plus courant? Profil des investisseurs, oui, des investissements participatifs et coopératifs. Je vais prendre peut-être celui-là. Et B, donc c'est ce que je vous disais, la méthanisation c'est quand même assez capitalistique, donc le financement se fait très majoritairement par la dette. Je vais très grossièrement, on va dire que sur un projet, les porteurs vont amener 20 à 30% des fonds et les banques 80 à 70% en dette. Donc les banques ne prêtent pas n'importe qui. Elles font assez attention, elles veulent avoir un actionnaire qui sera capable d'assumer un éventuel dysfonctionnement de l'unité. Donc ça a une tendance à, sur les projets en injection de taille, on voit plutôt les grands céréaliers des Hauts-de-France et du Grand Est qui sont capables d'investir dans ces projets-là. Pour les projets moins capitalistiques et plus robustes, qui sont les petites injections ou les cogénérations, là, on peut avoir des fermes de taille plus petite avec des hypothèques sur les fermes. Et donc, on voit arriver quand même des acteurs type Engie, d'ailleurs, on le fait, qui viennent compléter un tour de table ou d'autres développeurs comme Evergas, comme Cap Vert Énergie, voilà, qui sont nos collègues, on va dire ça comme ça, pas nos collègues, mais qui ont un peu le même modèle que nous. Et puis les coopératives. Les coopératives que je trouve qu'on voit de plus en plus qui commencent à s'investir dans ces projets-là. Pour les investissements participatifs, c'était pas très développé encore parce que la méthanisation était quand même considérée comme un investissement risqué. Donc, souvent, en investissement participatif, il faut assurer une rentabilité minimum. Ça commence à voir le jour. Et pour le coup, je ne sais plus dans quel texte, ça doit être dans les futurs, le texte qui encadrera les futurs appels d'offres. Il y aura des points que je dirais positifs. Ce sera positif pour la note technique d'avoir une part du capital en investissement participatif. Je complète en une seconde. Je continue de prêcher ma diversification de la filière. De plus en plus, on a des acteurs encore plus loin qui viennent se mettre et dans les deux sens. On a des acteurs du financement de projets qui finançaient avant des éoliennes, du solaire et qui se mettent à s'intéresser à la filière méthanisation avec difficulté parce que c'est une filière complexe à appréhender. Et puis de l'autre, effectivement, on a des structures où les agriculteurs arrivent à se rassembler à vraiment énormément, à former des coopératives. Je pense à un projet au centre de la France ou en Auvergne où on a plus de 100 agriculteurs qui sont participants au financement et qui vont via des plateformes, sans citer de nom et de marque, mais les plateformes d'investissement dans les énergies renouvelables se développent. Il y a aussi des plateformes d'investissement participatif dans tout ce qui va être activité agricole. Et là aussi, on retrouve des projets qui font des appels à des fonds. Merci Clément, merci Adrien. La prochaine question, est-ce que la personne souhaite la poser? Alors j'y vais. Le lancement d'un projet de méthanisation par des agriculteurs a-t-il une influence sur la transition des producteurs vers des modèles agricoles plus résilients, agroécologie par exemple? Clément, je te la laisse sur les externalités positives. Je trouve que ça va bien avec. C'est un de mes sujets préférés. Effectivement, cette logique-là, elle initie souvent chez l'agriculteur et je dirais même dans son territoire, parfois, la collectivité se met à se questionner là-dessus, des logiques de transition écologique. Il n'est pas rare de voir un agriculteur passer en méthanisation, puis se poser la question de passer en bio, ne serait-ce que par la maîtrise de sa matière organique et de ses effluents. Hier, il avait un fumier difficilement stockable, difficilement manageable, donc il restait avec ses intrants chimiques de fertilisation. Demain, avec son projet de méthanisation, il transforme cette matière en indigesta solide qui va faire de l'amendement, en indigesta liquide qui va vouloir
qui va pouvoir venir remplacer les engrais azotés type ammonitrate, etc. Donc, ne serait-ce que dans ces pratiques agricoles classiques, on voit des réflexions qui se développent. Et puis après, plus largement, ça lui pose la question du carbone, de l'énergie. De plus en plus, hein, on se questionne sur les services environnementaux que peuvent développer les agriculteurs. Je pense à des choses qui se sont lancées comme le label bas carbone sur tout ce qui va être aménagement des fermes. Aujourd'hui, les agriculteurs peuvent être rémunérés pour réimplanter des haies dans leur territoire en disant il y a une logique de captage de CO2 et ça, je dirais que ça participe à une émulation chez les agriculteurs là-dessus en se disant on a un rôle à jouer aussi dans notre environnement sur les sujets carbone, sur les sujets de préservation de l'eau, etc. Bien, merci. Question suivante. Le biométhane est-il en compétition avec l'alimentation? Je vais répondre, mais ça, en fait, Clément a déjà plutôt répondu avant, mais en fait, on va pas non plus. La méthanisation peut être vraiment quelque chose d'extrêmement vertueux qui aide à développer des bonnes pratiques et à se repenser comment valoriser toute sa biomasse sur son territoire, arrêter d'importer des engrais chimiques et des choses comme ça, améliorer la matière organique dans les sols, mieux surveiller ses sols, mieux surveiller ce qu'on y met. La méthanisation peut apporter ça. Évidemment, malheureusement, il peut y avoir des excès. À l'inverse, l'Allemagne a remis profondément en cause son développement de méthanisation puisqu'il était basé sur une production intensive de maïs à mettre dans les méthaniseurs. Et le constat, c'est que oui, le prix du maïs a augmenté parce qu'il valait mieux mettre ses hectares dans un méthaniseur que pour aller nourrir les bêtes. Donc, il faut faire attention à ça, à l'occupation des sols. En France, l'État a très bien fait, encadre déjà l'utilisation de ce qu'on appelle des cultures dédiées, elle est limitée dans les plans d'approvisionnement des méthaniseurs. On ne peut pas en mettre autant qu'on veut. Et je vous disais qu'un des piliers, c'était l'acceptabilité locale. Et en fait, ça joue énormément. C'est-à-dire qu'un agriculteur qui veut développer son projet, si une fois qu'il est en exploitation, on sait qu'il fait que mettre ses champs dans un méthaniseur, son projet sera terminé. Il n'y arrive pas. Donc on peut être en compétition avec l'alimentation. La filière aujourd'hui, dans son ensemble, fait attention à ce que ce ne soit pas le cas, ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir évidemment des excès de gens qui ne respectent pas les règles. Ça, je pense qu'il y en a partout. Je vais aller juste un tout petit cran plus loin que toi, Adrien, pour clarifier ce sujet-là. Tu évoquais les limitations. Aujourd'hui, les limitations, c'est 15% de culture dédiée au maximum. Donc, un méthaniseur qui tournerait avec beaucoup de maïs en France, ça n'existe pas. Ça a eu beaucoup existé en Allemagne. Ça n'existe pas en France, donc il est obligé d'aller chercher du déchet, des effluents d'élevage, etc. Et même pour mettre ça en perspective et montrer que tout le monde raisonne dans le bon sens, il avait été évoqué dans le cadre de la PPE et des réflexions sur le coût de la filière et comment réduire son coût. Il avait été évoqué le fait de relever ce seuil et tous les acteurs de la filière ont unanimement dit non, c'est pas notre objectif, on ne veut pas retomber dans les travers du modèle allemand. Donc je dirais que là-dessus, on est assez clair, je dirais, au sein de la filière. Il y en a besoin d'un tout petit peu parce que c'est une super variable d'ajustement. Quand vous avez un peu moins de fumier un jour, besoin d'un coup de boost dans votre méthaniseur. Mais la filière française, a priori, vu les dernières orientations, ne basculera jamais dans un mode energy crops à l'allemand. Et l'Allemagne ne le fait plus d'ailleurs, enfin, ou en tout cas revient beaucoup de cette stratégie-là qui était la leur il y a 15 ans. Merci à tous les deux. Est-ce que la personne qui a écrit cette question souhaite la dire? Y a-t-il eu des essais par des organismes indépendants? Résultats, bilan masse, bilan énergie?
Oui, plein. Enfin, très. Donc déjà, les contrôles qu'on fait pour l'Adréal parfois doivent être validés par des organismes extérieurs. Vous avez des centres de recherche et de développement qui travaillent sur ces sujets-là, l'IRSTEA, ceux qui sont l'INSA. Enfin, pour le coup, ça fait l'objet de pas mal de thèses, de recherches, et il y a dans les autres pays, en fait, pour avoir le droit de créer des garanties d'origine ou pour les valoriser au mieux, vous avez l'obligation de vous faire labelliser par certains instituts. Et la directive RED 2 dont on parlait, directive européenne, vient l'entériner pour tous les pays. On devra justifier de la durabilité des sites et ce sera contrôlé par des organismes externes. Bien, merci. Autre question. Question du gisement et de la dépendance de la production aux ressources en eau. Je ne sais pas si on répond encore suite à la réponse sur le maïs et des choses comme ça. S'il faut en mettre une couche. Si vous voulez, oui, bien sûr. Hein. Très, très clairement, pour être simple, on ne met pas beaucoup de maïs dans un méthaniseur français, donc on ne consomme pas beaucoup d'eau. Ça nous arrive de mettre ce qu'on appelle des cultures intermédiaires, donc des cultures qui vont être là quand votre champ habituellement est nu et où vous allez mettre un couvert végétal. Mais il y a des règles strictes qui encadrent ces cultures intermédiaires justement sur l'usage d'irrigation et de produits phytosanitaires, etc. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'enjeu majeur sur la ressource en eau, puisqu'on vient prendre des déchets qui existent quoi qu'il arrive, et qu'on vient parfois prendre des couverts végétaux qui sont pas challengés par la consommation en eau. Et après, potentiellement, si jamais la question était posée, la consommation d'eau sur le site. Donc la méthanisation, ça se fait en milieu plus ou moins humide. Mais en général, la totalité des apports en eau vient des intrants qui sont utilisés ou de la recirculation de digestats en amont ou de la récupération des eaux de pluie sur le site. Il peut y avoir des besoins en appoint d'eau, hein, ça arrive, mais c'est des volumes qui sont, pour le coup, alors je vais vous le dire comme ça, par exemple, quand on démarre un site, il faut faire des tests en eau dans les cuves elles font 3000 m3, donc il faut la remplir. Donc 3000 m3 comme ça paraît monstrueux, mais pour ceux qui ont, si vous comparez à ce que peut consommer une ferme en eau, par exemple, des choses comme ça, c'est des volumes qui sont insignifiants par rapport à ce qui se fait ailleurs. C'est pas trop un sujet. Ça le deviendrait si un site disait je vais faire 25 000 tonnes et pour méthaniser mes 25 000 tonnes, je vais aller pomper 25 000 tonnes d'eau dans la nappe. Mais je pense qu'un tel projet ne serait pas autorisé. Ça simplifie les choses. Oui, merci. Merci beaucoup. Alors, question suivante, si la personne souhaite la dire. Oui, donc les contrôles, ils sont précis. C'est envoyé dans des laboratoires qui déterminent la matière sèche, la matière organique, l'azote, le phosphore, la potasse, les polluants, les éléments traces métalliques. En fait, c'est une analyse matière complète. Vous devez faire par intrant qui rentre sur votre site au moins une analyse par an, c'est un minimum. Souvent, si vous avez des gros tonnages, l'Adréal en demandera plus. Et vous avez aussi des contrôles à faire sur le digestat, à peu près sur les mêmes paramètres, ce qui permet de surveiller si et pour le coup le digestat c'est beaucoup plus régulier, si le digestat se mettait à dériver, c'est forcément lié à un intrant, donc on finit assez rapidement par se poser la question. Et sur les antibiotiques c'est très très mauvais pour les bactéries. Or en méthanisation on a besoin des bactéries pour la méthanisation, donc on fait assez gaffe aux intrants qu'on prend. Par exemple, typiquement, moi j'ai travaillé avec la garde républicaine à Paris. Et quand ils avaient une campagne de vaccination, ils nous prévenaient. On leur disait on vous prend pas les fumiers pour les 2 prochaines semaines. Bien. Question suivante. Les objectifs gouvernementaux de production biométhane en vue des accords RED 2 sont-ils corrélés aux révisions actuelles des tarifs d'obligation d'achat à la baisse? En termes plus grossiers, peut-on parler de décision politique d'arrêter, brider le biogaz en France? Alors, elle est un peu explosive, celle-là. Tu veux commencer, Adrien ou ouais, je commence et tu me corriges.
Alors, juste pour préciser, c'est pas RED 2 qui va fixer les objectifs de biométhane en France, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie qui a été publiée par le gouvernement français. RED 2 n'est qu'un cadre pour la garantie d'origine en Europe. Et clairement, la nouvelle version de la PPE est assez décevante pour la filière, puisque la précédente avait fixé des objectifs. On était un peu en retard, mais plutôt à suivre la trajectoire. En fait, l'État met maintenant des objectifs moins ambitieux sur la filière que la précédente PPE et en diminuant l'aide qu'il peut apporter à cette filière. Donc, il y a assez peu de doute sur le fait que la filière va un peu ralentir dans les prochaines années, le temps de se remettre sur les rails vis-à-vis des coûts qui sont proposés par l'État. Je ne sais pas quand même si on peut parler de brider, puisque l'idée, c'est quand même d'avoir d'ici à 2023, ils savent qu'ils vont les dépasser maintenant, mais on va sans doute faire x5 par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, et ils visent de faire plus de x10 d'ici à 2030. Donc, on aurait préféré pouvoir faire plus, mais on n'en est pas non plus je pense, à complètement arrêter la filière. Ouais, je partage ta vision, Adrien. Hein, pour être simple, effectivement, les décisions de début d'année sont un peu difficiles en termes de volume et aussi en termes de trajectoire de prix, hein, puisqu'on a une grosse baisse des tarifs d'achat progressive. Je dirais que l'État joue aussi son rôle de gestionnaire de budget. Hein, l'argent ne s'invente pas. Et puis l'État aussi tire des leçons de certains booms d'autres filières énergétiques. L'État veut éviter les effets d'aubaine, je dirais, voit la filière se développer et donc resserre un petit peu les boulons et diminue un peu la voilure. Ça va forcément freiner le développement de la filière biométhane. C'est aussi important, malgré moi mon caractère très promoteur de cette filière, c'est aussi important de lui donner du challenge en termes de compétitivité. Voilà, donc c'est un équilibre à trouver. Je dirais que la marche est un petit peu haute. La marche est un petit peu haute, en tout cas en termes de réduction des coûts. C'est une filière qui reste très jeune, qui s'est développée en 2011. Aujourd'hui, quand vous regardez la quantité de projets sortis de terre, je ne sais plus à quel point on est au-dessus de la centaine ou au-dessus de 150. Ça va très vite en fait en fonction du mois que vous regardez. Mais voilà, la filière commence à exploser et donc la question est toujours de gérer un petit peu cette explosion pour qu'elle se fasse dans de bonnes conditions. Merci, très bien. C'est à toi, Cécile, ou c'est Oui. toi? Oui. C'est parti. Pierre-Henri Bazin, quel est le taux de retour énergétique EROI des méthaniseurs compte tenu des flux d'intrants et digestats assez importants? Donc ROI, je connais. Le premier. Pierre-Henri, si vous voulez reformuler peut-être ou on tente une réponse. Peut-être Henri Bazin pourrait la reformuler s'il est toujours là. Bon. Sinon, je vais tenter de la reformuler. L'idée, c'est de se dire… Je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est qu'il a mis un commentaire. Et est-ce que ça dépend du rayon dans lequel on source les intrants? Si je la reformule, c'est est-ce qu'on ne consomme pas plus de carburant à aller chercher le fumier qu'on produit de biométhane, pour le dire avec des termes un petit peu moins savants. J'ai pas le chiffre en tête. Je dirais que le point à prendre en compte, c'est aussi que de toute façon, une partie de ces matières, voire une très grande partie de ces matières-là, elles doivent être traitées, elles doivent avoir un retour au sol, etc. Donc en soi, quand vous faites des installations pas trop grosses avec un rayon de collecte réduit, oui, vous rajoutez un transport jusqu'à l'unité de méthane, de méthanisation, mais en soi, ce fumier-là, vous auriez eu à l'emporter dans vos champs avec un plan d'épandage, etc. Donc la plupart du temps, il faut bien garder en tête cette question de, encore une fois, de multiservice. On vient gérer des déchets en dehors de produire de l'énergie. Donc si on avait à calculer ce EROI,
il faudrait, je ne sais pas exactement comment, mais regarder tous les services, regarder toute l'énergie, etc., faire des équivalents et voir si on est dans les clous. Mais oui, oui, on produit de l'énergie plus qu'on en consomme en faisant de la méthanisation. Alors, si je peux me permettre un complément là-dessus, sur les sites de taille importante, autorisation, en fait, on doit faire un bilan carbone. Alors, ça répondra pas forcément c'est pas exactement le ROI, mais l'idée, c'est le carbone qu'on économise grâce à la production, vaut-il la peine par rapport au carbone qui est dépensé pour amener les intrants, traiter le biodigestat et toutes les utilités. Et on est très largement positif. Hein. C'est ce que je vous disais, on va être entre 60 et 80% d'économie de CO2. Donc, si on ramène ça au niveau énergétique, on en dépense un potentiel de ce qu'on transporte dans un camion est tellement supérieur au carburant pour faire rouler le camion que oui, on garde un ROI positif. Et ROI, il me semble que c'est le prof de Polytechnique qui calcule ça. ROI, c'est Return of Interest. Oui, mais ça c'est financier. Mais Oui, c'est financier. C'est Jean Covici, je crois, le ROI. Il y a plusieurs personnes qui sont il y en a plusieurs. Oui, c'est financier en fait, hein, les ROI. Il n'y a pas la notion de CO2 et de. Donc, en fait, ça doit être Energetical Return of Investment. C'est retour sur l'investissement, je crois. Non, mais le ROI, c'est vraiment un rendement. C'est un rendement énergétique entre ce qui est dépensé pour faire fonctionner et ce qu'on produit. Oui. Enfin, c'est pas du tout. Mais voilà, le calcul, on le fait avec le CO2, donc ça répond pas complètement à la question. L'exercice sur l'énergie, je suis à peu près sûr qu'il a été fait, mais là, pour le coup, j'ai pas les valeurs en tête. Vous avez trouvé ça. Très bien, ça nous laisse un truc pour visualiser après la conférence. C'est mon tour, Christiane, ou c'est ton tour? Vas-y, si tu veux, hein, je ne sais plus. Vas-y. Alors, comment évaluez-vous les risques en France du développement de la filière vis-à-vis de la concurrence qu'elle instaure entre usage énergétique et usage alimentaire des sols? On en a parlé. L'apport en culture principale étant permis à hauteur de 15% en France. C'est un petit peu une question déjà posée. Oui, effectivement, on a déjà eu ce type de question-là. Le risque est assez faible. Même s'il y a des sujets pour élargir, je dirais la question, il y a des sujets de compétition avec l'alimentation animale, avec le paillage, etc. On est attentif aussi sur le développement des cultures intermédiaires que l'intermédiaire ne devienne pas une culture dédiée masquée. Hein. Si vous faites que des cultures intermédiaires, ça s'appelle des cultures dédiées. Donc aujourd'hui, la législation encadre bien ça. Il y a peu de chances il y a peu de risques que ça dérive. En fait, ce qui est dommage, c'est un chiffre que j'ai pas et qu'il faudra trouver. Ouais. C'est ramener ce qui est consommé sur un méthaniseur, tout intrant confondu, enfin, sur tous les méthaniseurs de France, c'est les produits alimentaires français. Je pense que on doit être dans l'ordre même pas du 10 millième de ce qui est produit, quoi. Enfin, faut avoir en tête que les volumes sont extrêmement faibles dans ce qu'on met dans un méthaniseur par rapport à ce qu'on fait en export de blé, en export de maïs, en export de paille, enfin, de betterave, des choses comme ça. Là, la question, c'était aussi l'apport en culture principale permis à hauteur. On l'a évoqué tout à l'heure. Oui, c'est permis. Du coup, on pourrait. Enfin, le risque n'est pas nul. On pourrait penser, bah oui, mais si c'est 15%, si à un moment il y a tellement de méthaniseurs qu'il faut rentrer 3 milliards de tonnes de culture, qu'on peut mettre 3 milliards de tonnes de culture dédiée, oui, ça deviendra un sujet, mais on est très loin. Très loin, d'accord. Bon, je vais peut-être poser une question. Voilà. Quel avenir, quel potentiel de l'usage du biogaz comme carburant pour le transport routier et autres? Marché de niche ou potentiel de masse? Quel positionnement par rapport à d'autres solutions vertes, batterie, hydrogène? Là, je veux bien le prendre parce que c'est un de mes sujets de travail en ce moment, le développement du GNV. Je laisserai Clément compléter. Donc, effectivement, le biogaz, je vous le disais, peut être utilisé comme carburant. On voit qu'on aura, bien que le bilan, si on fait le
le bilan au global entre un véhicule électrique et un véhicule qui roulerait au biométhane, on n'est pas si loin que ça de l'électrique, mais l'électrique a tellement d'avantages pour le véhicule personnel, je vais dire ça comme ça, que on pense que ça va massivement se développer sur l'électrique et le biogaz aura une place très limitée. Par contre, l'électrique n'est pas du tout une solution pour le transport routier de longue ou moyenne distance, parce que les poids sur les camions seraient démentiels. Et donc là, il a un vrai intérêt. Il permet d'énormément décarboner par rapport à un véhicule qui roulerait au diesel. Au gazole, c'est plus de 95% de réduction des émissions de CO2 et de particules fines. Il a un potentiel qui restera quand même, par rapport à ce qui est fait en carburant, le biométhane ne pourra jamais couvrir la totalité des besoins en carburant, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas prendre sa part. Les consommations en carburant liquide, elles sont à peu près équivalentes aux consommations de gaz en France. Donc, vous voyez, je vous disais 400 TWh et aujourd'hui, on produit à peine 2 TWh. Mais l'ambition de la France, c'est d'arriver à plus de 250 TWh de gaz vert, hein, tout complet, hein, biométhane, et puis après des biométhanes de nouvelle génération, des choses comme ça. Et donc là, il pourrait avoir sa place. Par rapport à l'hydrogène, en fait, il y a une question de maturité aussi. Aujourd'hui, tout est prêt pour les flottes pour qu'elles roulent au biométhane, alors que l'hydrogène, il y a encore un petit peu de temps avant que ce soit mature. Donc, on développe les réseaux de distribution de GNV. Et on pense qu'on devrait voir une consommation assez fortement augmentée dans les 5 à 10 prochaines années. Et sans doute que dans 10 ans, l'hydrogène viendra pousser plus fort sur ce transport routier. Oui. Complètement en phase avec Adrien là-dessus. J'élargirais même à un autre mode de transport qui est, si je dis pas de bêtises, de 3% de nos émissions ou 4% de nos émissions mondiales, c'est le transport maritime. Vous n'êtes pas sans savoir que ce transport maritime-là fonctionne encore aujourd'hui avec du fioul lourd, assez soufré, etc. Il y a un énorme mouvement pour basculer sur du transport maritime au GNL. Décarboner ce transport dans les prochaines années, c'est aussi un enjeu majeur. Et c'est ce qu'on voit apparaître assez fortement dans les pays nordiques et dans les pays et en Allemagne, avec aussi en gros deux grands pôles, hein, le transport lourd routier et le transport maritime, pour qui le tanker à l'électrique, c'est pas pour demain. Le tanker à l'hydrogène, c'est pas pour demain non plus, et ça impose de toute façon de changer des infrastructures et des assets de très long terme, de la même manière, voire même peut-être plus fort encore que le transport lourd routier. On a aussi besoin de ces énergies qui sont là disponibles aujourd'hui pour décarboner dès aujourd'hui. Bien. Je crois que les questions sont terminées, à moins que quelqu'un ait une question à poser encore. Moi, je serais ravie de répondre à la dernière question. Quelle est la prochaine conférence du groupe Centrale Énergie? Oui. Donc, ce sera le mercredi 23 septembre et le sujet, c'est les enjeux du développement des énergies marines renouvelables, EMR, pour contribuer à la transition énergétique française et mondiale, par Antoine Rabin, président et fondateur de Gécosphère, conseil expert à la transition énergétique et l'économie maritime. Bien, voilà. Inscrivez-vous. Voilà. Merci. Alors, un très très grand merci pour les intervenants de qualité que nous avons eus ce soir. C'était vraiment très très intéressant, didactique. Merci aussi pour tous les participants avec leurs questions. Et je vois qu'on a des merci aussi par la conversation. Merci beaucoup en tout cas d'avoir rendu ce sujet complexe très abordable et très concret. Donc, je trouve que vous avez donné des super exemples l'un et l'autre. Et voilà, merci beaucoup pour cette intervention. Et on aura tout ça par vidéo pour les replays, pour pouvoir les partager autour de nous. Et merci de nous avoir écoutés. Oui, la vidéo va être sur le site centraleenergie.fr.
assez rapidement si vous voulez la réécouter. Voilà. Voilà, Merci. je vous Merci souhaite une beaucoup. bonne soirée et moi personnellement je vais essayer d'éviter les écrans ce soir parce qu'entre la journée de travail et la conférence, on a besoin de reposer ses yeux. Très bonne soirée à vous tous et à très bientôt. Bonne soirée. Au revoir, Au merci. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Merci.